Alors, on va s'intéresser au projet de recherche Chapeau, changement global et performance des services d'eau. Il étudie sur le long terme les impacts possibles du changement global, qu'il soit climatique, économique, social, sur les services d'eau potable. Ce projet est mené par l'IRSTEA, le SMEGREG, avec le soutien de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'il a choisi ce projet le temps long, avec un horizon à 50 ans, 2070. Et nos intervenants vont vous présenter leurs premières conclusions. Dites-vous que ça va nous faire voyager. Forcément, ça va nous déconnecter du moment présent. Je vous les présente, justement. Patrick Eisenbeis, du SMEGREG, Jeanne Grémel, de l'IRSTEA, et Yves Legat, aussi de l'IRSTEA. Yves, je vous laisse la parole pour une introduction et une présentation rapide de Chapeau. Oui, merci Karine. Donc le projet dont nous allons parler cet après-midi donc est un projet de recherche qui est en gros maintenant à mi-parcours. On a encore, je veux dire, une bonne année de recherche. Donc ce dont on va parler là, ou qu'on va vous présenter, c'est une étape un peu intermédiaire. Et donc ce projet a trait à la performance des services d'eau, la gestion patrimoniale des réseaux face aux changements globaux. Donc dans un premier temps, la gestion patrimoniale des réseaux telle que nous la concevons dans le projet, on peut la définir comme un ensemble d'actions qui visent à maintenir un service de qualité acceptable pour les usagers à un coût supportable à la fois pour la société et pour l'environnement. Les deux grands objectifs quand on considère la gestion patrimoniale sur le long terme, c'est d'une part de maîtriser la détérioration du réseau, qui est une conséquence inéluctable de son vieillissement, et de maîtriser l'obsolescence du réseau. Alors on distingue la détérioration et l'obsolescence, chose qu'on confond souvent quand on en parle à la radio ou à la télé. L'obsolescence, en fait, c'est le fait que le réseau n'est pas forcément détérioré, mais qu'il ne répond plus à la demande de service, ou qu'il n'est plus adapté à l'aménagement du territoire qui a bougé, ou à la réglementation sanitaire qui a elle-même évolué. Donc face à cela, on est dans un contexte de changements globaux. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur la réalité de la chose. On est en train de payer maintenant, en 2019, nos errements passés, et on va sans doute les payer pendant quelques années. La question, c'est de savoir quelle est l'amplitude, quelle va être l'ampleur de la catastrophe. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura, on est à peu près sûr, parce qu'on commence à le voir, une multiplication des extrêmes climatiques, à la fois des sécheresses très prononcées et de plus en plus longues, et qui vont alterner avec des épisodes assez brefs, pluvieux mais extrêmement violents. Et donc, avec l'élévation des températures, on sait qu'on aura de plus en plus de périodes où la consommation d'eau sera multipliée. Souvent, on avance le chiffre de 1,7. Les jours de canicule, on consomme 70% de plus qu'un jour normal, entre guillemets. Et ça va influer sur le dimensionnement des canalisations. Donc ça va certainement obliger à revoir, à changer des canalisations qui n'ont pas besoin de l'être a priori de par leur état, mais qui sont obsolescentes du fait de la demande qui pèse sur elles. Et en outre, on a de grosses menaces qui pèsent sur les ressources en eau, puisque avec les sécheresses et les pluies torrentielles très brèves qui ont du mal à recharger les aquifères, on a la nécessité de plus en plus de rechercher des ressources alternatives. Et encore, je ne parle pas ici des histoires de pollution agricole ou autres, ou industrielles, qui sont aussi un gros problème pour les ressources. Dans les changements globaux, il y a une composante aussi qui est sociale ou économique, qui concerne les modes de consommation de l'eau potable, avec une baisse tendancielle qui est assez marquée, qu'on observe depuis plusieurs années, des consommations industrielles, avec une tendance des industriels à s'abstraire en fait du réseau, à se créer leurs propres ressources,
et une baisse tendancielle des consommations domestiques avec l'adoption de plus en plus généralisée d'appareillages hydroéconomes, que ce soit l'équipement des robinets, des chasses d'eau ou l'électroménager qui est de plus en plus lui-même hydroéconome. Et en même temps une demande sociale qui est vers un impératif de sécurisation de l'approvisionnement en eau et de précautions sanitaires. Alors là, par exemple, sur la diapositive, on a mis la molécule de chlorure, de monomère de chlorure de vinyle, qui est un exemple où la législation récente va obliger à faire des changements de tuyaux en PVC parce que la précaution sanitaire s'est accrue. Et puis la dernière composante des changements globaux, elle est aussi dans les mutations territoriales, avec des tendances lourdes, mais dont on pourrait voir aussi possiblement des retournements dans le futur, qui sont la métropolisation, on va dire actuellement, qui est plutôt galopante, mais avec un risque d'asphyxie urbaine, que ce soit sur l'asphyxie au niveau des transports ou au niveau de la multiplication des îlots de chaleur. Un phénomène de littoralisation, donc les gens qui ont les moyens ont tendance à se rapprocher des côtes, mais avec la tendance qui est aussi au retrait du trait de côte du fait de l'élévation du niveau des océans avec le changement global. Et en même temps un phénomène de déprise rurale, mais qui pourrait aussi offrir des opportunités du fait qu'avec déprise rurale, on a une baisse du coût du foncier. Donc ça peut aussi être attractif pour installer des entreprises. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vers des besoins de reconfiguration massive des réseaux pour les adapter à l'évolution spatiale à la fois de la demande, donc là où sont les consommateurs d'eau et là où se trouvent les ressources. Donc pour attaquer ces problèmes de changement global et d'impact sur la gestion patrimoniale des réseaux d'eau, évidemment, il y a un besoin de la société, des gestionnaires de réseaux en particulier, d'avoir des outils pour faire des projections à long terme et puis pouvoir adapter la stratégie de gestion au futur possible. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'a été structuré le projet Chapeau, donc un partenariat scientifique entre IRSTA et SMEGREG, soutenu financièrement par l'Agence de l'eau et la région Nouvelle-Aquitaine, et avec la collaboration active, puisque c'est les 4 sites d'études qui sont Bassane, Drogaronne, Carbon-Blanc, Cestas et l'île d'Oléron, sont des sites d'études dont certains responsables ont accepté de participer activement, de collaborer activement au processus de recherche. En termes de concept et d'outils, le projet Chapeau, du moins pour la partie qu'on va vous présenter maintenant, il y a toute une réflexion qui a été menée sur ce qu'est la performance du service rendu à l'usager, comment est-ce qu'on la mesure et comment la façon dont on la mesure pourrait être mieux adaptée à des réflexions stratégiques sur le long terme. Un deuxième point très important, c'est comment appréhender les incertitudes des changements globaux. Et là, donc, nous avons choisi, ce qui se fait beaucoup depuis quelques années, et une approche prospective pour laquelle on dispose maintenant de méthodologies qui sont fiables et qui ont fait leurs preuves. Et donc, mon collègue Patrick Eisenbeis va vous présenter maintenant les questions de performance. Ensuite, Jeanne Grémel va vous présenter l'approche prospective. Et en ce qui me concerne, je reprendrai la main en fin de présentation pour montrer comment on peut passer, et ça c'est un travail qu'on attaque juste maintenant, des scénarios prospectifs aux trajectoires de gestion patrimoniale. Et j'insisterai avant de passer la main à Patrick sur le côté interdisciplinaire de notre travail qui donc va allier principalement 3 disciplines qui sont l'ingénierie, vous en avez 2 représentants ici, Patrick et moi-même, la sociologie avec Jeanne, et l'économie qui est un volet qui n'est pas présenté ici mais qui est très présent dans le projet. Merci Yves. Donc effectivement, dans ce projet interdisciplinaire, on commence un peu d'abord par la technique un peu.
Et donc, dans le cadre du projet, on a commencé par un travail sur les indicateurs de performance qui existent, soit au niveau français, soit au niveau international, en travaillant donc effectivement à partir de ce qui existe, et puis à partir du travail, d'un travail avec les différents maîtres d'ouvrage avec lesquels on a travaillé. Donc, avant de faire le lien entre un indicateur de performance et GPI, donc on a repris la définition qui avait été proposée par l'ONEMA, donc l'AFB actuelle. Donc la GPI, la gestion patrimoniale des infrastructures, c'est le processus qui permet à un service public d'orienter, de contrôler, d'optimiser la fourniture, la maintenance et la mise hors service des biens liés aux infrastructures, y compris les coûts nécessaires pour les performances spécifiées au cours de leur cycle de vie. Voilà, donc c'est une définition un peu longue, mais qu'on peut aussi résumer en prenant trois objectifs: le court terme, le moyen terme, le long terme. Si on est sur le court terme, on est plus bien sûr sur une gestion opérationnelle avec la gestion à faire sur un an. Quand on est sur le moyen terme, on regarde un peu plus l'échelle budgétaire, et puis on est sur des projets, des plans de renouvellement sur 5 ans, voire même 10 ans. Et puis sur le long terme, c'est une question de stratégie politique, de question de durée de vie des canalisations. Et puis derrière ça, comme l'a dit Yves, la prise en compte de certains nouveaux critères tels que tout ce qui concerne les changements globaux. Voilà. Donc nous, on a travaillé toujours sur cette définition de la GPI. On a repris en fait quels étaient les objectifs de la gestion patrimoniale des infrastructures. D'abord, le premier objectif, c'est arriver à une bonne performance du service des eaux, performance en termes de qualité de l'eau distribuée, en termes de continuité de service et d'impact maîtrisé sur l'environnement. Ça, c'est bien la définition aussi toujours qui provient du document de l'AFB. Et puis, sans la GPI, c'est pas uniquement de la performance du réseau, c'est aussi que les collectivités puissent trouver un équilibre financier sur le long terme. Donc avec derrière ça, la question de la pérennité du patrimoine. Et puis aussi, je pense que ça a été évoqué déjà ce matin dans les conférences, c'est l'acceptabilité de l'usager à payer. Est-ce qu'on risque de payer plus cher? De quelle façon? Et puis selon quelle source? Voilà. Donc on a tout d'abord fait un état des lieux des indicateurs de performance qui existent, à la fois les indicateurs qui existent en France, qui sont remplis tous les ans par tous les services des eaux via la base 6PA, l'Observatoire de l'eau de l'AFB, de l'ONEMA, de l'AFB. On a repris aussi également les indicateurs qui viennent de l'IWA, l'International Water Association, qui ont listé tous les indicateurs importants. Et puis aussi, on a essayé de prendre en compte certains indicateurs locaux qui pouvaient exister parmi les différents services qui ont travaillé dans le cadre du projet Chapeau. Voilà. À partir de cette base, on a sorti une liste d'indicateurs vraiment liés à la gestion patrimoniale des infrastructures. Je ne vais pas vous les lister là. Sachez que cette base existe. On peut vous en transmettre la base. Il faut juste savoir qu'on les a classés en 5 parties. Des indicateurs liés à l'état du réseau de potable, des indicateurs liés à l'efficacité du service, des indicateurs moyens techniques du service, des moyens de mesure de gestion patrimoniale mis en œuvre, et puis aussi des indicateurs liés à l'équilibre financier du service. Donc c'est à la fois des indicateurs de moyens, mais aussi des indicateurs de résultats, bien sûr. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce travail de reprise de tous les indicateurs des différentes bases qui existaient, on a travaillé selon 2 actes. On a fait une analyse des données qui existaient dans la base 6PA, à la fois au niveau girondin et puis au niveau national. On a essayé de voir s'il y avait des liens qui existaient entre certains indicateurs, notamment par exemple le taux de renouvellement et puis le rendement, par exemple. Voilà. Et puis le deuxième axe, c'était par des entrevues avec les élus et techniciens des collectivités partenaires, mais aussi les techniciens des exploitants des différents services. Concernant l'analyse de la base 6PA, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment ou très peu de corrélation entre indicateur gestion patrimoniale des réseaux et l'indicateur renouvellement
pour lesquels on a une valeur moyenne de l'ordre de 0,6%, je crois, hein, sur la France. Par contre, on s'est rendu compte que malgré tout qu'il y avait un fort lien entre la connaissance des réseaux et la taille des services. C'est-à-dire plus les services étaient gros, plus on avait une connaissance. Voilà. On a essayé d'aller un peu plus loin dans les analyses. Ce qui était assez compliqué quand même, et c'est la caractéristique de la base 6PA, c'est qu'on a des services de taille très 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 variable. On a des services qui peuvent faire 50 habitants et puis d'autres services qui peuvent faire plusieurs millions d'habitants, comme sur Paris notamment. Voilà. Donc c'est le premier constat. Concernant les entrevues qui ont été faites auprès des élus et techniciens des collectivités et des exploitants, on a tout d'abord questionné sur ce qui était important pour eux en termes d'indicateurs de performance du réseau d'eau potable. On s'est rendu compte, bien sûr, que l'indicateur qui revenait le plus souvent, c'était bien sûr l'indicateur perte. Par contre, des indicateurs tels que la satisfaction des abonnés ou bien la maîtrise des impacts sur l'environnement n'étaient pas forcément des indicateurs souvent pris en compte en termes de performance. Voilà. Ça peut être, par exemple, comme on est par rapport à la satisfaction des abonnés, on est quand même. Alors, on était beaucoup sur des services girondins où on a une qualité de l'eau malgré tout quand même plutôt bonne. Et puis, en plus, le sujet de la continuité de service, il se pose peut-être pas vraiment pour les différents acteurs du fait que cette continuité, elle existe de fait et qu'on a très 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 peu de coupures d'eau chez soi. Je ne sais pas si vous avez des exemples, mais moi, par exemple, j'ai pas eu de coupure d'eau depuis un certain temps. L'autre question, ça concernait les indicateurs liés au renouvellement. C'est les indicateurs qui étaient sur la droite. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs indicateurs qui étaient pris en compte, des indicateurs techniques, des indicateurs liés aussi à la proximité et à l'action des réseaux voisins, à la présence de réseaux de voisins. Et quand on fait une analyse un peu plus précise en prenant en compte le nombre de fois où ces différents indicateurs ont été pris en compte, on se rend compte bien sûr, ça c'est une surprise pour personne, que dans le cadre du renouvellement, c'est souvent l'opportunité des travaux de voirie qui font qu'il y a un renouvellement. Et là, on a pu le constater en faisant ces entrevues. Et que par contre, en fait, l'indicateur technique, le premier qui était pris en compte, c'était tout simplement la fréquence de cases, voire même le nombre de fuites qui pouvaient exister sur un réseau. Voilà. Derrière ça, les indicateurs tels que la qualité de l'eau dans le réseau ou bien la continuité du service, voire même les fuites sur le réseau, sont des indicateurs qui passent loin après ces premiers indicateurs tels que les opportunités de voirie. Voilà. Donc ce deuxième constat, par rapport après l'analyse 6PA, c'est que l'indicateur fuite est le plus souvent pris en compte quand même pour la GPI par les acteurs. Par contre, qualité de l'eau et satisfaction des abonnés sont assez peu pris en compte. Et que le premier indicateur technique, c'est bien le taux de casse. On se rend compte à travers ça et à travers cette première partie du projet lié aux indicateurs, c'est qu'on est encore aux prémices de la gestion patrimoniale des infrastructures. On a cet indicateur de taux de renouvellement qui est la base de la gestion patrimoniale, qui en tout cas rend compte du taux de renouvellement des différents services. C'est cet indicateur-là, bien sûr, qu'il y a à prendre en compte. À partir des entrevues qui ont été réalisées, on s'est rendu compte que le sujet des changements globaux était encore assez peu connu ou identifié. Quand ça a été évoqué dans les entrevues, on a assez peu parlé un petit peu de changement climatique, un tout petit peu de changements liés à la baisse de la consommation, mais c'était vraiment encore des changements très à court terme, par exemple. Voilà. En termes de besoins, on se rend compte qu'il y a encore un besoin d'uniformiser les données 6PA, notamment du fait de la taille très très variable encore des services d'eau, et qui permettra une meilleure utilisation de cet outil. Et puis ensuite, ce qui est certain, c'est qu'on aura besoin, que ce soit pour le moyen terme, voire même ou pour le long terme, de réfléchir à de nouveaux indicateurs
des indicateurs qui seront peut-être mieux adaptés à une connaissance améliorée des réseaux. On parle souvent du rendement ou du taux de fuite pour faire un lien avec le renouvellement. Le problème, c'est que le taux de fuite, c'est pas que des fuites ou des pertes sur le réseau, c'est aussi des pertes sur les branchements. Donc, ce lien entre perte et renouvellement, et en tout cas état des canalisations, n'est pas forcément le meilleur. Sur le long terme, il y aura aussi des indicateurs à prendre en compte. C'est peut-être, et à imaginer, c'est ce qu'on fera dans la suite du projet, c'est par exemple prendre en compte un indicateur lié à la ressource en eau, en termes de déficit ou non. Et puis, ce qui serait important aussi, c'est de prendre en compte les changements globaux, comme elle a évoqué Yves, que ce soit la consommation par habitant, soit parce que les habitants consomment moins, soit parce qu'ils se retirent aussi une partie du service de potable en ayant leurs propres ressources pour des ressources liées où on n'a pas besoin forcément d'eau potable. Et puis aussi, comme changements globaux, il y aura à prendre en compte ce regroupement des collectivités. Voilà. Je passe la main à Jeanne qui va vous présenter la suite du projet. Très bien. Donc moi, je vais vous présenter la partie prospective du projet. Donc juste avant de commencer, je vais préciser aussi qu'il y a 2 autres parties du travail qui ne sont pas présentées aujourd'hui, mais qui font aussi partie du projet. Donc comme le disait Yves, donc, il y a eu toute une partie d'analyse aussi de la gouvernance d'un point de vue donc, sociologique de l'eau sur la Nouvelle-Aquitaine, le bassin Adour-Garonne, en interrogeant les acteurs de nos cas d'études, mais aussi des acteurs à différentes échelles de la gestion, enfin de la gouvernance de l'eau. Et notamment du point de vue de la perception des changements globaux par ces acteurs, donc qui n'est pas présenté aujourd'hui, mais qui fait vraiment partie des résultats du projet. Et une autre partie, qui est la partie analyse économique, donc qui repose notamment sur un travail de thèse à propos des préférences des usagers en matière d'usage d'eau potable. Et donc, il y a une enquête par questionnaire qui est en cours. Donc là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la vision, la démarche prospective du projet Chapeau. Donc on s'est intéressé à cette démarche dans le sens où on veut prendre en compte les changements globaux, on veut dépasser l'approche technique et gestionnaire de la gestion patrimoniale des infrastructures et en même temps pouvoir se projeter à long terme justement pour pouvoir articuler notre vision de la GPI et de l'évolution des services d'eau, même de l'évolution de la ressource, des modes de consommation, du rapport à l'eau en fait et aux services, en se projetant à long terme aussi parce que les infrastructures ont elles-mêmes une durée de vie longue, a priori si elles ne sont pas remplacées entre-temps, d'où l'intérêt d'une démarche prospective. Donc là je vous ai remis une définition de Laurent Mermet qui définit la prospective comme étant fondée sur des méthodes dites réfléchies de conjecture, donc sur l'évolution de systèmes et sur leur état futur, pour des systèmes dont l'avenir est perçu comme un enjeu. Et ensuite, on met en discussion de façon structurée ces conjectures, enfin ces méthodes réfléchies de conjecture. Et donc, je ne sais pas si vous voyez très bien sur le schéma, mais l'idée, c'est de dire l'avenir n'est pas prédéterminé. Donc ça, c'est notamment ce sur quoi insistent les fondateurs de la prospective en France. Donc il y a une école américaine et une école française de la prospective, notamment Gaston Berger, qui disait, bon, l'avenir n'est pas défini, n'est pas encore écrit, c'est aussi un domaine de pouvoir et de volonté. Donc l'idée, c'est de dire notre présent dépend d'un passé où on peut étudier ce qui s'est passé de manière rétrospective. Et la prospective, c'est l'idée de dire on explore le champ des possibles, le champ des souhaitables et le champ des réalisables. Cette approche, c'est un exercice en fait qui est systémique ou holistique, c'est-à-dire qu'on va chercher à vraiment s'intéresser à l'ensemble du système, pas juste à un des aspects, ou en tout cas essayer de voir la GPI de quelle composante elle dépend, avec quoi elle est en relation, et donc de chercher en fait à décloisonner, à faire un peu un pas de côté pour vraiment prendre en compte l'ensemble des éléments qui peuvent influencer l'approche de la gestion patrimoniale et donc pouvoir aussi se projeter finalement dans le futur. Donc c'est une méthode aussi qui est traçable et transparente dans le sens où on peut en fait voir par quelles étapes on passe dans l'exercice. On prend en compte des incertitudes parce qu'évidemment en se projetant à un très long terme,
On ne peut pas dire qu'on saura quelles sont les conséquences de changements actuels ou encore de changements qu'on ne peut pas prévoir actuellement, mais on essaye de dire, on intègre cette part d'incertitude dans l'exercice. Donc l'idée, c'est de multiplier les points de vue aussi, de sortir un peu de nos disciplines, d'intégrer différents savoirs, donc d'articuler des savoirs qui sont pour l'instant très cloisonnés ou complexes, et de faire appel à la fois à des experts, des acteurs de terrain, les chercheurs, des profanes. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans la démarche. Donc, comme on vous le disait en présentation du projet, l'idée, c'est de s'intéresser donc pas seulement à la GPI et aux services d'eau potable, mais plus globalement à l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine sur le périmètre de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, sachant qu'à l'horizon 2070, c'est pas absolument sûr que le périmètre géographique s'appelle toujours région Nouvelle-Aquitaine, mais c'est le périmètre géographique qu'on a choisi. Et donc, à l'horizon 2070, compte tenu aussi de la durée de vie longue des infrastructures. Je vais juste revenir en arrière. Donc l'idée, c'est qu'on a construit un groupe de travail de prospective. Donc on a été obligé de se limiter à 20 personnes, sachant qu'on était déjà une douzaine de chercheurs et un animateur pilote de la prospective. Et donc on a fait appel à 10 personnes parmi nos partenaires de terrain et nos enquêtés. On a eu quelques manques aussi. On n'a pas eu d'usagers, d'entreprises, d'associations, en tout cas qui n'ont pas pu répondre dans le délai dans lequel on sollicitait les personnes. Donc ça peut faire des manques aussi, enfin quelques lacunes dans la manière dont on a conduit la démarche, même si on a essayé de s'ouvrir au maximum possible à ces points de vue non disciplinaires. On a procédé en 4 ateliers et quelques séances de travail en interne, en équipe, entre les ateliers. On a produit environ 400 pages avec les scénarios, les variables que je vais vous présenter ensuite. Et donc il y a des étapes qui sont encore en cours, notamment sur la stabilisation définitive des scénarios, et sur la modélisation qui va suivre et sur laquelle Yves va revenir. Et donc c'est un travail qui est encore en cours actuellement. Donc j'espère que vous voyez la figure. En fait, l'idée, c'est qu'on a décomposé le système pour réduire la complexité de ce système. Et l'idée, ensuite, de construire à partir de cette décomposition des visions contrastées du monde. Donc au centre, vous avez donc le système qui est à l'IMO DCH en Nouvelle-Aquitaine 2070. Les plus gros cercles qui sont tout de suite dans la première couronne autour de ce système, ce sont nos composantes. Donc il y en a 5. Donc la composante en vert, demande sociale, la composante rose, gouvernance, jaune, exploitation des services d'eau, bleu turquoise, les dynamiques territoriales, et bleu-gris, contexte naturel et besoins primaires. Et donc ensuite, chacune de ces composantes est elle-même décomposée en variables. Donc je vais juste vous donner quelques-uns des noms de ces variables, parce que moi je ne les vois même pas très bien. Donc par exemple, je vous parlais de la composante gouvernance, vu que c'est celle que je connais le mieux. Donc il y avait notamment les conflits d'usage, les aspects de solidarité, donc là plutôt solidarité, l'acceptabilité à payer notamment des usagers pour le service en fonction de l'évolution du prix de l'eau. La composante réglementation et politique supralocale pour prendre notamment en compte l'évolution des réglementations sanitaires concernant l'eau potable, concernant la qualité de la ressource. La variable périmètre de gouvernance de l'eau, donc à la fois des services mais aussi d'autres échelles de gouvernance, et la coordination entre infrastructures. Donc ensuite, quelles sont les étapes par lesquelles nous sommes passés à partir de la décomposition de ce système? L'idée, donc dans la première phase, qui est représentée par le cercle bleu, c'est de passer de ces composantes et de ces variables à des micro-scénarios. Donc en fait, chaque variable est elle-même fait l'objet d'un récit. Donc déjà, on analyse l'état actuel, on définit des indicateurs aussi, on regarde aussi ce qui s'est passé de manière rétrospective pour avoir une idée de la fiabilité des trajectoires passées pour pouvoir aussi définir les trajectoires futures. Et on définit des hypothèses. Et ces hypothèses, elles appuient sur des tendances lourdes, donc c'est-à-dire des évolutions dont on sait que la probabilité de réalisation est élevée, mais aussi des germes de changement, c'est-à-dire des tendances qu'on repère déjà maintenant, mais qui ne sont pas encore impactantes, mais qui pourraient jouer un rôle important à l'avenir. Et ensuite, on essaie de chercher à définir des incertitudes ou des wildcards, c'est-à-dire des éléments qui pourraient vraiment changer l'évolution de l'hypothèse de la variable, mais dont on n'est pas absolument sûr qu'elles se produisent. À partir de tout ça, on mixe les hypothèses des variables pour construire des micro-scénarios. Ensuite, étape suivante, on mixe les micro-scénarios pour faire des macro-scénarios. Donc en fait, on a des micro-scénarios par composante, donc les gros cercles que j'avais avant.
Et ensuite, on mixe toutes les composantes pour faire un macro-scénario qui les prend toutes en compte. Et donc là, on s'appuie sur quelques principes partagés, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter les scénarios du pire ou idéaux, même si finalement on retrouve quand même ces aspects-là dans nos scénarios. L'idée, c'est aussi de faire réfléchir, d'aller au-delà des scénarios tendanciels, même s'il est aussi présent, et donc de susciter la réflexion collective en mettant en évidence les choix et les non-choix que l'on fait. Donc il y a des aspects qui peuvent être caricaturaux dans la prospective, mais c'est l'idée aussi de un peu se réveiller et explorer les conséquences de nos choix. Et on s'accorde aussi sur le fait de chercher à dessiner des trajectoires cohérentes, c'est-à-dire de ne pas seulement mixer comme un puzzle les hypothèses, les variables, les micro-scénarios, mais d'essayer de se dire, ok, quelles sont les hypothèses, les micro-scénarios qui dessinent un récit cohérent et plausible. Donc là, je vais passer très rapidement sur les 4 scénarios parce qu'en fait, ils sont encore en cours d'élaboration, mais je vais vous donner les grandes lignes. Donc on a un macro-scénario 1 qui s'appelle « Après la crise, une gestion écolo, solidaire, centralisée ». Donc l'idée des 4 scénarios, c'est qu'on s'est accordé sur le fait que de toute façon, le changement climatique était soit fort, soit très fort, parce qu'actuellement, on se rend compte qu'on n'a pas pris les options qui nous permettent d'infléchir les tendances. Donc on est parti de ce point de vue. Et dans ce scénario, c'est les enjeux environnementaux suite à une demande sociale et citoyenne forte qui vont vraiment driver les changements en fait. Et donc inciter la société à passer à des changements radicaux en matière de consommation d'eau dans tous les secteurs. On a un renforcement des réglementations, des régulations, etc. Et donc en fait on aboutit à une politique de sobriété qui permet d'atténuer les conflits d'usage. Dans le macro-scénario 2, c'est aussi une gestion de la crise par une planification, mais cette fois-ci, contrairement au 1 où c'était une rupture vraiment radicale dans les consommations et une planification au niveau central, voire étatique, là c'est à l'échelon régional que se font vraiment les régulations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus frappant aussi dans ce scénario-là aussi, c'est l'idée qu'il y a une planification territoriale de l'urbanisation par les décideurs régionaux et que les services d'eau jouent un rôle très actif dans la gestion de crise par des techniques gestionnaires, de sécurisation, du contrôle d'usagers. Dans le 3, c'est l'adaptation réactive, donc c'est a priori le scénario le plus proche du scénario tendanciel. Et donc l'idée, c'est qu'on a un réchauffement rapide, qu'on continue la poursuite de la dynamique de métropolisation, que la bipolarisation urbain-rural s'aggrave, qu'on cherche toujours à répondre à la demande en eau, qu'on pilote aussi les consommations, donc ça c'est des choses qu'on voit déjà maintenant, mais que cette forte croissance de la demande en eau, du prix de l'eau, peut engendrer une crise à long terme. Dans le 4, c'est un peu caricatural, mais en gros l'idée c'est que c'est de chacun pour soi, donc c'est aussi des mécanismes de dérégulation qu'on peut observer, ou qui pourraient s'observer, et l'idée qu'en fait, donc peu à peu, l'approvisionnement collectif va s'effriter, parce qu'on sera passé par des stratégies technicistes très intensives et très coûteuses, et donc qu'on se replie finalement sur le chacun pour soi. Et je passe la parole à Yves. Donc alors pour conclure maintenant, la question c'est de savoir comment on passe des macro-scénarios à des trajectoires d'indicateurs de moyens, tels que, alors qu'ils sont principalement des indicateurs budgétaires. Autrement dit, chaque scénario, qu'est-ce que ça implique en termes de renouvellement de tuyaux, et qu'est-ce que ça va coûter de réparer, de rénover, de reconfigurer, surtout de reconfigurer d'ailleurs, ça va être le gros morceau. Et d'autre part, simuler les trajectoires d'indicateurs de performance. Et donc là, on va de toute façon s'intéresser de façon très classique à la continuité du service, donc aux casses, enfin tout ce qui est réparation de casses et de fuites, aux pertes d'eau, donc ce qui peut impacter la ressource, et la qualité de l'eau, ce qui peut impacter la santé des consommateurs. Et donc pour ça, on va faire ces simulations de long terme en fonction d'hypothèses sur ce que coûtent les renouvellements ou les réparations, essentiellement en fonction du matériau et du diamètre, les taux de rénovation qu'il faut mettre en œuvre pour assurer tout ce qui est rénovation de réseaux contraintes par les aménagements du territoire, les opportunités de travailler en collaboration avec la voirie, puisque on a vu que dans les indicateurs de performance présentés par Patrick, c'était un facteur très important dans la décision. Et les rénovations ciblées qui, elles, vont s'intéresser de façon très spécifique à des conduites dont la détérioration
pénalise la performance du service qui est rendu au consommateur. Et donc un point aussi qu'il faut prendre en compte dans les simulations, c'est le degré de coordination avec la voirie, puisque là c'est sans doute un point sur lequel on va faire des paris dans les macro-scénarios entre pas du tout de coordination et une pleine coordination coactive entre le service des eaux et la voirie. Et on va se donner des règles sur le changement de matériaux. Par exemple, les vieilles fontes grises qui ne sont plus fabriquées, par quoi on va les remplacer? Est-ce qu'on va mettre du plastique? Est-ce qu'on va mettre de la fonte ductile? Et quand on va changer un tuyau, est-ce qu'on va garder le même diamètre? Autrement dit, est-ce que la demande de service va avoir cru de façon suffisante pour qu'on mette un diamètre supérieur? Ou au contraire, la demande de service, la consommation a pu décroître et on va mettre un diamètre plus faible. Et en même temps, il faut qu'on prenne en compte l'ordonnancement des travaux. On fait d'abord les gros diamètres et puis les diamètres plus petits ensuite. Et donc ceci implique un zonage en fait au niveau des terrains d'études. Ces simulations long terme, en fait, on les fait de façon probabiliste. C'est-à-dire que pour chaque tronçon, on va construire, comme sur le schéma qui vous est présenté là, on va construire toutes les trajectoires possibles année par année, où chaque année, les deux alternatives, c'est on garde le tronçon ou on le rénove. Et donc chaque fois, on va calculer les probabilités de ces trajectoires. Et ceci devrait donc nous permettre, enfin on espère que dans quelques mois, on sera capable de présenter des trajectoires d'indicateurs de moyens et de performance en fonction des scénarios, en étant suffisamment respectueux des réalités du terrain. Et donc ça va impliquer des allers-retours assez fréquents entre recherche et terrain d'études pour zoner correctement le terrain d'études, voir là où on densifie dans l'avenir, là où on étend le réseau, et éventuellement si on fait des efforts budgétaires différenciés entre certaines parties du réseau et d'autres. On va faire un grand usage de la modélisation hydraulique de façon à partir d'une situation actuelle qui est hydrauliquement valide et calculer dans le futur des configurations hydrauliques valides en 2045 éventuellement, quand il y en a besoin, et surtout en 2070, qui est notre horizon de travail. Et donc ça va nécessiter de caler des modèles de défaillance et de mise hors service. Ça, c'est des outils dont on dispose déjà et qu'on va mobiliser pour ça. Et donc, voilà, avec ces allers-retours avec le terrain. Et je vous remercie de votre attention. Et donc, si vous avez des questions, on reste à votre disposition. N'hésitez pas. Merci beaucoup à vous trois. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez juste revenir justement sur le lien, concrètement, comment vous faites pour passer des scénarios qui sont plus en fait, des données qualitatives, des récits d'acteurs, au modèle plutôt quantitatif Oui, donc je suis passé un peu vite parce qu'on est un peu contraint par le temps. En fait, on essaye on a des scénarios qui sont, comme vous l'a présenté Jeanne, des récits. Donc des choses très narratives et très qualitatives. Et donc le travail que l'on fait maintenant, c'est d'aller mettre des chiffres derrière ces scénarios. C'est-à-dire de dire, bon, la demande va augmenter, mais de combien donc et de combien par an? Parce que, vous voyez, on fait des trajectoires par pas de temps d'un an. Et donc, tous les ans, il faut qu'on fasse augmenter notre demande. Et éventuellement, qu'on la fasse augmenter à certains endroits et décroître à d'autres, selon les scénarios. De la même façon, après, il y a le modèle de défaillance, lui, il est très peu dépendant des scénarios, parce que les tuyaux, eux, ils vieillissent, ils prennent tous les ans, ils prennent un an, donc leur taux de défaillance augmente. Par contre, là où on met du modèle et où on met du chiffre, c'est sur la façon dont on simule les probabilités de rénovation. Donc la probabilité qu'un tronçon donné soit exposé à des travaux de voirie qui obligent à faire de la rénovation du tronçon ou qui offrent simplement une opportunité de rénover le tronçon à moindre coût. Et donc voilà, derrière tout ça, on a des indicateurs avec des valeurs chiffrées et qui sont explicitement pris en compte dans les modèles. Donc je ne sais pas si j'ai bien
bien répondu à la question, mais on est vraiment dans cet esprit-là de passer de choses très narratives à des choses très chiffrées, parce que sinon, on n'est pas capable de faire des projections numériques. C'est un travail sur lequel on est actuellement, effectivement, où on passe, entre autres, notamment par rapport à la modélisation hydraulique. Et c'est effectivement quel diamètre on aura, quelle consommation future selon les scénarios. Donc on traduit effectivement ces scénarios en termes techniques. Alors par exemple, il y a un sujet qui est souvent évoqué, c'est une question qui est souvent posée, et justement grâce à ce projet, on se permet justement de le tester, c'est de se dire pourquoi pas mettre un double réseau. Un réseau eau potable et un réseau eau non potable. Donc, un de ces scénarios sera fait dans le modèle hydraulique. Donc, ce sera au moins intéressant de voir comment ça fonctionne, comment c'est faisable, et puis notamment en termes d'investissement, surtout. Ouais. Est-ce que vous avez une autre question? Profitez-en, c'est le moment. En attendant, moi, je vais vous demander pourquoi vous avez choisi un horizon à 50 ans. Pourquoi 2070? Parce qu'effectivement, je comprends bien que ça vous éloigne des réalités quotidiennes, mais ça peut paraître un peu fantasmagorique aussi. Alors, je dirais qu'il y a deux principales raisons. Il y a une raison qui est d'ordre, on va dire, psychologique. C'est que quand on travaille sur un horizon très long, on se déconnecte de son propre avenir. Moi, en 2070, je serai plus bas. Nous serons tous immortels, je serai plus bas que les tuyaux. Et donc, en fait, là, quand on travaille sur un horizon très long, on se libère intellectuellement de ses propres contingences. Et on hésite moins à faire des hypothèses qui peuvent paraître parfois un peu farfelues ou un peu exagérées. Mais en fait, c'est nécessaire d'exagérer à certains moments parce que ça permet de tester aussi les limites de notre système et de notre méthode. Et en outre, 2070, c'est dans 50 ans. 50 ans, c'est presque la durée moyenne de service d'une canalisation. Donc ça permet en même temps d'être sur une échelle de temps qui est réaliste avec le type d'infrastructure sur lequel on travaille. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Oui, bonjour. Ça serait pour savoir quels sont les rendements que vous comptez avoir avec ces études, au niveau des rendements des canalisations, par rapport à l'ancien ou au futur. Quels sont les rendements acceptables via les fuites d'eau que vous avez dans vos canalisations? Alors justement, c'est grâce à ces scénarios qui ont été élaborés, on voit qu'il y en a un qui est plus orienté environnementation, on est en proactif, on fait attention au rendement, on essaie de pas arriver à tout des rendements. Et puis on est aussi sur le quatrième scénario où on est sur le chacun pour soi, où on peut peut-être imaginer des réseaux qui vont se dégrader, ou voire même des réseaux de services, un réseau plutôt pour ceux qui peuvent payer, puis un réseau pour ceux qui ne peuvent pas payer. C'est où on accepterait une dégradation avec des rendements qui sont jusqu'à 50 kW 40%, donc 50-60% de pertes sur un réseau. Mais vraiment, là c'est toujours l'intérêt d'être en 70, c'est qu'on se permet de tout imaginer et, en se disant que ça pourrait peut-être arriver malgré tout. Donc on n'a pas défini de rendement seuil acceptable ou non. On s'est dit, tiens, si on est sur scénario 1, on aura peut-être un rendement de 85. Et si on est les autres scénarios, peut-être qu'on acceptera 70, 30. Voilà. Donc on n'a pas fixé de seuil. Hein. Voilà. C'est dommage. Oui. Non, Comment ? C'est dommage. Enfin, c'est pas l'objectif du projet. Après, il y a quand même des obligations qui existent en termes de rendement, au moins sur les rendements réglementaires ou bien sur les ILP qui sont par exemple fixés dans le cadre du SAGE. Je précise que quand on fait les simulations, en fait, le rendement que l'on veut atteindre, c'est une hypothèse et on va mettre en place le taux de renouvellement de façon à atteindre ce rendement-là. Hein, donc on travaille un peu à l'envers. On dit dans ce scénario-là, je veux 85%, et donc on va par essai-erreur mettre un taux de renouvellement suffisamment haut pour atteindre ce rendement-là. Ou inversement, on va laisser des taux de renouvellement très faibles
sur certains endroits du réseau pour tomber à 40%, par exemple. Voilà. Et juste dans la partie prospective, il y avait aussi l'idée, à un moment, on a fait une représentation matricielle dans un des ateliers que je n'ai pas présenté ici, mais c'était de montrer aussi qu'en fait, il y a énormément de variables qu'on peut définir comme extérieures au système, qui sont très influentes sur le système à proprement parler, service d'eau potable, GPI. Donc c'est en fait des choix de gouvernance qu'on va faire qui vont aussi fortement influencer ce qu'on va fixer comme limite de rendement, par exemple. D'où les scénarios très contrastés qu'on peut obtenir. Monsieur ? Oui, je voulais savoir si vous aviez fait des perspectives dans chaque scénario des prix de l'eau, des services d'eau et d'assainissement, et pour faire le lien avec la conférence notamment de ce matin. Voilà. Alors, a priori, comme je disais, comme dans la simulation, on se fixe un rendement, on met en place le taux de renouvellement qui va permettre d'atteindre ce rendement-là, et donc ça va nous fixer le budget. Et à partir de ce budget-là, en faisant des hypothèses sur les différents coûts qui affectent un service, on va en déduire la trajectoire du prix de l'eau. C'est comme ça qu'on va procéder, en fait. Pardon ? Et le résultat est dans les différents scénarios ? Le résultat dans 1 an et demi. Parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Oui. Mais là, en fait, on en est encore à l'étape. Voilà. En fait, je crois que l'important, c'est qu'à la fin, on soit capable de livrer à des gestionnaires de réseau un outil qui leur permette de jouer avec et de dire, moi, eux, ils ont fait cette prospective-là, mais ça, moi, je veux ces hypothèses-là, donc je vais mettre les curseurs que j'estime être les bons et je regarde vers quoi ça m'amène. Et après, donc, je peux discuter de ça avec les élus, avec les représentants des usagers, etc. Le but, il est là, hein, c'est d'aller vers la mise au point d'un outil qui puisse servir de support à la décision, hein, pour les gestionnaires de réseau et puis toutes les personnes impliquées dans la gouvernance des services. Est-ce que cet outil, il peut se rapprocher ou est-ce que vous avez fait un lien avec les outils d'analyse des cycles de vie qui commencent à exister déjà par ailleurs? Analyse des cycles de vie des équipements, etc. Alors en fait, à un moment, on pensait... ça fait partie de... Mais ça serait un projet de recherche à part entière, d'aller greffer la mécanique d'ACV, d'analyse du cycle de vie, sur des simulations long terme. C'est une chose dont j'ai déjà discuté avec des collègues à Montpellier qui travaillent spécifiquement là-dessus. On a un laboratoire commun entre IRSTEA, en UMR, qui travaille sur ces questions-là d'ACV. Mais pour l'instant, on n'a pas fait le pas d'aller jusque-là. Il y a une étude qui existe quand même, IRSTEA, AFB, sur ce sujet du cycle de vie, effectivement, ouais. Qui est bouclée d'ailleurs, je crois, il me semble, non ? Sur l'ACV, des actions de lutte contre les fuites. Voilà, c'est ça, ouais. C'est à la limite de se dire, on veut absolument des meilleurs rendements, mais après tout, est-ce que, en termes de global, il y a un vrai intérêt à aller réparer la fuite voilà. Juste pour revenir par rapport au prix, on n'a pas fixé d'objectifs, mais en tout cas, il y a eu des objectifs qui sont, parmi les scénarios toujours, où on part sur soit un prix unique national, donc c'est aussi un intérêt de pouvoir imaginer ça, soit au niveau régional, soit en restant au niveau local, voire même, comme je l'ai dit, sur des tarifs différents au sein d'un même service. On n'a pas les mêmes services, on va payer moins cher, mais peut-être qu'on n'aura pas l'eau toute la journée. Voilà, c'est toujours ce qui nous permet de tout imaginer. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question ? Eh bien, je vais vous remercier. Merci beaucoup. Merci à nos 3 intervenants qui étaient passionnants et merci à vous pour vos questions.